Bonjour et bienvenue ce matin donc pour ce webinaire du pôle Finance Innovation où nous avons le plaisir de recevoir Decision, Etifinance et Sésame. Alors, donc pour commencer, donc c'est un webinaire, nous avions prévu une table ronde, il n'y aura donc pas de support. La conjoncture que nous connaissons tous fait que plutôt que de nous retrouver au Palais Brognard, nous intervenons ce matin donc avec Sylvain Fortet, CEO et cofondateur de Sésame, Xavier Leroy, responsable du pôle conseil d'Etifinance, Yannick Grelot, CEO et fondateur de Decision, en digital. Sur cette problématique, alors sur cette thématique qui est en fait l'usage de l'IA, de la due diligence à l'analyse des controverses, donc toujours et avec un focus sur les investissements durables. Alors l'IA, on en parle un petit peu, on en a déjà parlé et mes invités auront le plaisir d'en parler aujourd'hui. Mais en ouverture, donc, on a cette problématique de due diligence. Alors, due diligence, on parle aujourd'hui de gestion d'actifs. Vous êtes peut-être plus habitué à entendre parler de due diligence dans les fusions-acquisitions. Mais il se trouve que donc la notion de due diligence est entrée dans les processus de gestion. On la retrouve à travers l'operational due diligence et l'investment due diligence. Et on la retrouve aussi également, et ça c'est beaucoup plus novateur, dans l'enrichissement du rating et scoring ESG que peuvent fournir des sociétés comme Etifinance, dont vous nous parlez Xavier et Sylvain, donc comment leurs offres comment est-ce qu'ils ont collaboré ensemble pour enrichir ce que les ratings que délivre Etifinance à ses clients. Donc, nous devions être plusieurs, nous devions avoir un quatrième intervenant donc de ABN AMRO Investment Solutions qui nous a malheureusement communiqué tardivement que, au vu d'éléments contextuels, il ne pouvait malheureusement pas se joindre à nous. Ça n'est que partie remise. Nous aurons, j'espère, le plaisir d'entendre prochainement ABN AMRO Investment Solutions sur la façon dont il collabore avec Decision. De ce fait, donc ce matin, 3 questions principalement qui vont s'adresser à mes 3 interlocuteurs. Donc je vais commencer en fait par la première. Donc la première question, c'est la façon dont vous collaborez ensemble, que ce soit d'abord, et donc ce sera d'abord à vous, Xavier et Sylvain, que j'ai posé cette question, et ensuite à Yannick. La deuxième, ce sera une question adressée à Yannick sur un retour d'expérience sur les gains en termes de fiabilité, de qualification des sous-jacents de ce que Sésame a apporté à Etifinance. Je laisserai aussi, Sylvain, je te laisserai aussi répondre sur ce troisième point. Et puis la troisième question, en fait, là, elle s'adresse plus à vous, messieurs, Sylvain et Yannick, c'est comment, en fait, ces collaborations vous permettent, en tant que FinTech, d'étendre vos gammes de solutions et d'offres, et comment est-ce que vous les mettez en œuvre par rapport à ce que nous connaissons chez Finance Innovation, ce qui était votre cœur de métier, et comment ces nouveaux besoins, comment vous répondez à ces nouveaux besoins d'enrichir la qualification des informations extra-financières dans le cadre donc des investissements ESG. Donc je vais commencer par vous donner la parole à chacun quelques minutes pour vous présenter. Yannick, je t'en prie, dis-nous un peu plus sur Decision dans ce contexte de due diligence appliqué au processus d'investissement ESG. Puis Xavier et Sylvain, je vous passerai la parole à votre tour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Decision a créé deux plateformes qui sont dédiées à l'élaboration des due diligence augmentées. Donc on a une plateforme qui va agréger les contenus, y compris des contenus qui peuvent venir de fournisseurs intelligents, de données de providers intelligents comme Sésame, comme de données financières, et on va travailler par courge de données. Et puis on a créé une plateforme un smart container qui s'appelle Diligence,
et qui agrège les données et les informations et qui crée la notion de collaboration avec l'externe et l'interne pour créer des due diligence augmentées elles-mêmes. Et notre signature est signifiante, on sait New Deal in Due Diligence. Donc, on aura l'occasion de parler de ce qu'est la nouvelle acception des due diligence, entre autres dans le cadre de l'asset management et avec son volet aussi ESG, compliance, etc. Très bien. Merci. Donc, Xavier, Etifinance, bon, nous vous connaissons, enfin, vous êtes connu. Et comment par rapport, je dirais, à votre activité de scoring rating, de recherche, s'est fait l'injection ou l'apport de l'offre de Sésame? Est-ce que... Alors, Etifinance, bonjour à tous, Etifinance et merci Vincent. Bonjour. Etifinance est en effet un groupe de notation, de recherche et de conseil. Et nous avons deux thématiques de prédilection, le ESG et le crédit. Et dans nos activités de recherche et de notation, nous avons un sujet qui est à prendre en compte, qui est le sujet de la controverse, ce que disent les parties prenantes externes des entreprises que nous évaluons pour aller très vite. Et donc, cette prise en compte de cette dimension, elle est problématique pour un certain nombre de cas, dès lors qu'on est confronté à des entreprises de plus petite taille. Et comme Etifinance, nous sommes spécialisés dans l'évaluation plutôt de l'ETI PME, voire de la toute petite entreprise, nous avions une énorme difficulté à collecter de l'information donnée par des parties prenantes externes sur des sources de presse, sur des blogs, sur un ensemble de sources disponibles sur Internet, pour pouvoir collecter l'information négative et pouvoir appliquer nos méthodologies d'opinion pour déterminer si ces controverses étaient réelles et quel était leur niveau de sévérité. Et ensuite, pour pouvoir livrer cette information à nos clients, investisseurs, qui vont baser des décisions d'investissement sur notre opinion. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est que quand c'est petit, une entreprise, il y a peu d'informations disponibles. Donc, soit on a un filet de collecte d'informations, et Sylvain le dira avec des mots plus scientifiques que je ne le fais, on pêche beaucoup trop d'informations et on a une vraie problématique pour la trier, pour la déterminer, pour en mesurer la fiabilité et la qualité et ensuite pouvoir l'analyser. Ou bien on a un filet de pêche avec des mailles trop épaisses et comme ce sont des petites entreprises, on ne récupère pas d'informations. Et c'est la grande différence pour des agences comme les nôtres qui sont focalisées notamment sur les ETI PME par rapport à la couverture de grandes entreprises. Nous suivons aussi des grandes entreprises, on n'a aucun problème à trouver de l'information. Quand on est sur des petites entreprises, on a de la difficulté. L'intelligence artificielle, c'est ce qui nous a permis de résoudre cette problématique, qui était une problématique de qualité d'information récupérée, de qualification de cette information, dans des conditions de process et de budget qui soient cohérentes avec notre besoin et surtout avec la capacité de nos clients à pouvoir acquérir cette opinion. Donc, Sésame nous a apporté, avec sa solution, la réponse à notre besoin de pouvoir fournir de l'opinion sur les controverses touchant des entreprises que nous suivons dans le côté ou dans le non-côté, alors même qu'auparavant, il n'y avait que l'intervention humaine, donc avec une capacité très faible par rapport, bien entendu, à l'intelligence artificielle, et dans des conditions de budget qui rendaient bien difficile l'accès à cette information par nos clients. Très bien, merci beaucoup Xavier. Sylvain, en complément sur cette problématique de l'IA qui permet de faire l'adéquation entre l'information collectée, sa qualification, et puis derrière la validation, véracité et injection dans le modèle, je t'en prie, tu peux nous en dire un peu plus en des termes scientifiques. Avec plaisir, et Xavier a fait une très bonne introduction, je trouve, mais je vais essayer de compléter sur les aspects un peu data. Nous, dans le cadre de cette collaboration, en fait, on est le partenaire technologique data, donc on collecte de la donnée de milliards de documents en ligne, que ce soit, comme disait Xavier, des sites de presse, des blogs, des forums spécialisés, des sites d'ONG ou autres, et on va chercher avec l'intelligence artificielle à qualifier ou au moins préqualifier cette information pour qu'elle soit plus rapidement exploitable.
Et en fait, l'objectif vraiment de Sésame, c'est d'avoir un rapport qualité-volume qui soit bon, ce qu'on appelle accuracy recall du côté technique. Donc, on cherche en fait sur des petites sociétés à avoir suffisamment d'informations pour mesurer quelque chose d'intéressant. Donc, on parle notamment de petites sociétés cotées en bourse, mais même de sociétés privées ou sur du high yield, par exemple. On travaille pas mal avec des asset managers sur du high yield et pas mal avec des fonds de private equity, comme par exemple Carlyle ou des sociétés comme Unigestion ou autres sur des actifs privés. Donc, on essaie de couvrir ces sociétés de la manière la plus large possible. Par quoi est-ce que ça passe cette partie? Ça passe notamment par collecter plus de données initiales. Donc, par exemple, avoir accès aux journaux locaux. On va trouver une information pertinente sur la PME locale en Alsace si on a accès aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc, cette donnée, en fait, elle est importante. Et ça passe aussi par un traitement des langues locales. Donc, avec Etifinance, par exemple, on traite de la donnée, bien sûr, en français, mais on traite aussi de la donnée en espagnol, en italien, en anglais, en allemand, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir l'information locale qui parfois n'est pas traduite et de pouvoir quand même l'interpréter. Donc, ça, c'est un sujet qui est important. Et ensuite, au-delà de la partie traitement d'une plus grande quantité d'informations et donc un accès à plus de sociétés, on a ensuite la partie pertinence. Et donc, ça, on travaille beaucoup avec l'équipe d'Etifinance dessus. Pour aller définir des scores préliminaires. Donc, nous, on a des scores, par exemple, de viralité, qui sont des scores intermédiaires avant la sévérité, finalement, où on dit, tel article et tel événement sur la société, il y a de grandes chances qu'il soit matériel pour cette société et qui représente un risque financier, par exemple, parce qu'il a été partagé dans des grandes publications, qu'il est viral, qu'il est extrêmement négatif et qu'il correspond à une thématique de risque grave. Par exemple, s'il s'agit d'un sujet qu'on peut catégoriser automatiquement comme, je dis ce qu'il y a de pire, mais du trafic d'êtres humains, et on se doute qu'on va pouvoir, disons, augmenter le seuil de sévérité assez rapidement, ne serait-ce que par la thématique elle-même. Et donc, nous, on jongle vraiment avec ces deux sujets en tant que partenaire technologie, chercher à avoir de la data avec la meilleure couverture possible qui couvre ces petites sociétés et d'autre part, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des algorithmes de plus en plus avancés, essayer de qualifier au maximum l'information, parce que le but finalement, c'est d'aider en fait à automatiser partiellement le processus pour que l'équipe d'Etifinance puisse se concentrer sur vraiment l'étape finale qui est une prise de position et une qualification ultime d'une controverse pour définir son niveau de risque. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être finalement accélérées par ce processus data. Très bien. Donc, des problématiques de fiabilité, de captation de la donnée, de qualification, pour au final rentrer dans un processus. Finalement, on retrouve sur vos différentes activités cette problématique de due diligence en continu, de s'assurer en continu que les entreprises auxquelles on s'intéresse, plutôt que d'avoir a posteriori à les rescorer dans une logique, je dirais, de remédiation, comme ce qu'on peut retrouver dans le KYC, ou enfin dans les obligations de KYC, être sur un processus d'amélioration constant et d'affinage, de fine-tuning de l'information, quelle que soit sa source et sa provenance. Du coup, je vais en venir plus précisément sur la collaboration et l'intégration. Comment est-ce que vous injectez ces données, donc Xavier et Sylvain, comment est-ce que vous faites en sorte de fournir l'information produite par Sésame de façon, je dirais, pas transparente, mais la plus souple possible dans vos processus, d'évaluation chez Etifinance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est fait? Est-ce que c'est du web service délivré et vous, chez vous, Xavier, vous entre guillemets, vous débrouillez? J'imagine que ça va plus loin que ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus avant qu'Yannick nous parle de la façon dont ça se déploie, la due diligence est déployée chez ABN AMRO? Alors, Xavier, Sylvain? On peut passer le ballon à Sylvain, mais ce que je veux dire en préalable, c'est Vincent, on est passé chez Etifinance et sur les marchés des agences de notation ESG, de quelque chose où il n'y avait pas de suivi de controverse,
pour Voilà. le point que j'évoquais avant à une situation où on en a aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais identifier, c'est qu'on a une différence entre du flux brut, tel que Sésame le produit, et qui a beaucoup de sens pour un certain nombre d'acteurs, mais qui n'est pas suffisant pour un autre nombre d'acteurs qui ont besoin d'un tiers qui va faire une opinion dessus pour pouvoir y caler des méthodologies d'investissement. Ça, c'est notre travail. Donc, on n'est pas chez Etifinance sur du temps réel, même si on est en train de mettre en place des LR. On est vraiment sur on prend un recul face à de l'information qui peut s'avérer, après analyse, comme une information moins sévère que ce qu'elle peut apparaître en tant que telle. Et avec une autre difficulté, c'est que, quelle que soit la situation, il faut à chaque fois émettre la même opinion, quel que soit l'analyste qui fait cette opinion, pour ne pas, selon la personnalité ou l'appréciation de chacun, avoir des visions différentes. Donc ça, c'est notre travail, je dirais, de retraitement et d'opinion. Donc nous ne sommes pas, nous, dans des problématiques en tant qu'agence de temps réel. On est sur des temps un peu plus longs, ce qui n'est pas le besoin nécessairement de tous les acteurs qui utilisent ce type de flux. Et que, encore une fois qu'on a la livraison des informations, et je laisserai Sylvain probablement dire avec quels outils, notre travail reste un travail d'analyste et humain pour pouvoir apprécier les cas, faire de la recherche et appliquer, encore une fois, de façon assez uniforme une méthodologie, jusqu'à d'ailleurs des comités de décision qui vont prendre dans les cas les plus ultimes des positions qui sont fortes et qui peuvent se traduire sur le marché par des décisions d'investisseurs dans le côté, par exemple, de désinvestissement ou de gel ou d'engagement des sociétés en tant que telles. Donc ça, c'est notre problématique sur laquelle, encore une fois, Sésame a pu apporter une réponse grâce à ces outils. Je repasse la main à Sylvain pour parler de la façon dont la livraison se fait. Ouais, avec plaisir. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Xavier, je pense que c'est vraiment important de voir effectivement ces use cases, parce qu'en fait, il y a plein de cas d'application de la controverse qu'on observe au fur et à mesure avec Etifinance. On a évidemment la partie investissement côté, avec cette couverture small caps, mid caps, etc., qui est insuffisante généralement dans l'industrie et sur lesquelles une solution immédiate est apportée. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a plein d'autres use cases qui émergent dans l'industrie, notamment autour du private equity de manière large, autour également des fournisseurs, avec l'obligation de vigilance. Il y a de plus en plus de besoin d'aller vérifier la présence de controverses potentielles sur des fournisseurs de grandes banques ou de grands asset managers. Et dans ce cas-là, on peut avoir effectivement besoin de cette couche d'analyse supplémentaire parce qu'on est dans des processus qui sont engageants. On peut aller dégrader la notation d'une société si on parle d'investissement, on peut aller exclure un fournisseur. Et la couche d'analyse qu'apporte Etifinance, c'est aussi garantir qu'un tiers de confiance donne cette opinion qui peut vraiment avoir un impact significatif sur le business. Et alors, comment on s'intègre, nous, dans cette boucle en termes de delivery de data, etc. En fait, il y a d'abord une phase de collaboration sur laquelle on doit aider l'intelligence artificielle à détecter les bonnes choses. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir la compétence métier d'Etifinance dessus. Nous, on est une boîte data, etc. On a évidemment une compétence ESG, mais qui n'est pas, du tout immédiatement adaptable à ce dont a besoin Etifinance. Donc, on va d'abord mapper tous les risques que notre intelligence artificielle de base détecte avec les besoins qu'a Etifinance en termes de typologie de controverse à détecter. On va adapter, on va entraîner, on va avoir des phases d'annotation où on travaille main dans la main avec les analystes d'Etifinance pour vérifier qu'est-ce que eux annotent comme une controverse potentielle. Ensuite, une fois que c'est fait, on a un modèle qui est entraîné et ce modèle, en fait, tous les jours, il envoie à l'équipe d'Etifinance des alertes par email à chaque fois qu'une société du portefeuille couvert, donc de l'univers couvert, est exposée à une controverse potentielle. Donc ça, c'est vraiment la partie très business users, etc. Et en complément, il y a des fichiers, donc dans le cas d'Etifinance, des fichiers, parfois des API en fonction des clients, qui récupèrent l'information de manière un peu plus programmatique et systématique, généralement avec une fréquence un peu plus faible, de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Et donc, c'est vraiment comme ça que se fait l'intégration. Et ensuite, le traitement est fait par Etifinance de cette information au quotidien et à une fréquence un peu plus faible aussi, hebdomadaire typiquement. Et puis, il y a vraiment une boucle de feedback. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a un échange continu avec les équipes pour améliorer les algorithmes, mieux traquer les décisions
et s'assurer qu'on va de plus en plus loin dans la recherche de la bonne information. Donc, essayer de simplifier au maximum les tâches de l'équipe d'Etifinance, c'est vraiment ça notre objectif. D'accord. Donc, du coup, une phase de collaboration initiale qui vous permet je dirais, de rentrer dans vos métiers respectifs, de les mettre en phase, d'identifier par rapport à ce qui est délivré la façon dont ça match avec les risques tels que vous les monitorez au quotidien, Xavier. Une phase de delivery, une problématique de delivery où là, Sylvain, vous êtes en capacité, suivant l'interlocuteur de Sésame, de délivrer différents types d'outputs, que ce soit de l'alerte jusqu'à de l'apéisation. Ce qui est intéressant, c'est cette boucle de feedback finalement pour, je dirais, on y viendra sur les points suivants, d'optimiser vos processus ou vos activités respectives en collaborant ensemble. C'est ce qui est assez intéressant, enfin, ce qui me semble en tout cas intéressant. Et cette possibilité du coup d'aller sur l'identification de l'origination de la controverse de plus en plus granulaire, si j'ai bien compris. Si je peux, Yannick, sur la façon… pardon, oui, Xavier. Pardon, un point, oui, pour compléter, et pardon Yannick. Juste pour compléter, en effet, nous faisions de la recherche manuelle. Nos analystes recherchaient l'information sur le web avec des mots-clés. Et donc, on a eu en fait une capacité de comparaison entre ce que faisaient nos analystes avec, je dirais, leurs habitudes, mais aussi les biais qu'on peut avoir, et ce que l'intelligence artificielle et les solutions de Sésame m'a pu apporter. Donc, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on a pu comparer, pas simplement le temps ou le volume ou l'univers, mais également la qualité de l'information en tant que telle. Et ça a été pour nous le principal processus de validation. D'accord, c'est ce qui, je dirais, se réaliser qu'entre de la recherche humaine fondamentale, bon, qui est encore en œuvre dans beaucoup de cas, et la mise à disposition de données, de signaux jusqu'à des données de l'information, c'est ce qui a poussé de votre côté. Yannick, est-ce qu'on est sur des problématiques similaires sur la due diligence et sur la collaboration avec un client Investment Solutions et des équipes notamment je pense aux équipes ESG chez ABN? Alors, il faut savoir, merci Xavier de préciser la notion de biais et d'admettre que quand on est en voiture ou à pied, on n'a pas le 0 à 100 qui va de même si tant est qu'on puisse atteindre le 100 km/h à pied. Donc, c'est tout le sujet. On parle de due diligence augmentée. En fait, là, le sujet qui va être celui qu'on a abordé, nous, on a une approche qui a été, entre autres, celle de la collaboration avec ABN, qui est de dire, nous, on est spécialistes de la prise de décision et donc de la mise en équation de ce qu'on a appelé la due diligence augmentée, qui est de dire, ça doit concerner tous les compartiments des éléments qui doivent être évalués avant une relation contractuelle, une relation transactionnelle, et tout au long de cette relation transactionnelle. Donc, c'est pas simplement avant, mais c'est pendant et tout au long de cette vie. Donc, la logique entre autres avec ABN, ça a été de se dire, ils ont des analystes, ils ont une volonté dans leur métier, qu'est le sub-advisory, de l'étendre. Et donc, ce sont des spécialistes, les meilleurs parmi les meilleurs au monde sur le sujet. C'est comment on démultiplie les capacités des analystes, comment on la rend unbiased. Si on s'appelle décision, c'est qu'on a algorithmé tous les travaux que connaît bien Sylvain sur les behavioral science, qui est de dire, en fait, on va faire en sorte que les données que l'on capte soit le premier biais que l'on contre, c'est celui de l'information disponible. Donc, on va prendre de l'information beaucoup plus large, beaucoup plus en continu, et avec des couches de données qui vont être des couches de données officielles, crédibles, et le bruit étant amené aussi par Sylvain.
après, on va favoriser les collaborations, on va favoriser les contradictions des données et des personnes, parce que, je vais prendre un exemple, quand on fait une operational due diligence, donc qui est l'évaluation d'une entité qui porte un produit, et c'est ce que disait Xavier ou Sylvain, sur le fait qu'on doit prendre tous les stakeholders, toutes les parties prenantes autour d'un investisseur, que ce soit le custodian, que les sociétés d'investissement, le fund manager, enfin l'ensemble des éléments, on doit les évaluer. Et on peut les évaluer d'une certaine manière avec un critère qui a été décidé pour l'operational due diligence, qui peut être que, par exemple, il y a une augmentation de capital ou un nouvel actionnaire chez cet acteur qui est analysé pendant l'operational due diligence. Et cet élément va être un élément qui va être contredit sur la partie investment due diligence parce que, par exemple, il peut créer un biais de contradiction, de conflit d'intérêts sur les notions d'investissement. Si, par exemple, l'actionnaire appartient à un groupe bancaire, etc. Donc, c'est le fait de pouvoir mettre en contradiction les éléments en collaboration. Et parallèlement à ça, il s'agit de capter des informations où on va pouvoir capter des informations, des données, des indicateurs qui soient construits par nous ou construits avec nos clients ou avec des tiers fournisseurs, des éléments qui montrent que l'on va pouvoir l'auditer. C'est-à-dire que l'auditabilité, et on le sait très bien, les régulateurs comme les audits internes, doivent montrer que ce que l'on a choisi, la raison pour laquelle on a choisi un partenaire, un investisseur, etc., doit être validé tout au long de la vie de la relation transactionnelle, mais aussi qu'au moment T, les éléments étaient valides. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, dans un environnement qui est très changeant, la nationalité d'un des actionnaires ou une intervention dans un secteur d'activité peut être quelque chose qui vient contredire les choses. Comment mettez-vous en pleine contradiction sur la modélisation des informations sur des modèles probabilistes? Eh bien, alors, effectivement, la contradiction des éléments, je réponds à Olivier Champagne, merci de la question. En fait, c'est les critères. En fait, il y a la contradiction des éléments, il y a la contradiction des types d'intervenants, puisque c'est collaboratif. Donc, au sein de la plateforme de due diligence, vous avez depuis l'investment manager, comme la compliance, comme le structuring, comme les analystes. Et donc, tout le monde doit être en logique de contradiction, c'est-à-dire pas en opposition, mais avec des éléments qui vont prendre en compte des critères. Et ces critères vont être mis en place avec un système de cales qui permettent de dire où est-ce que l'on se situe. Donc, pour avoir le discernement, est-ce que cet élément va être un red flag ou un concern pour une des parties prenantes. Donc, il y a un système de pondération qui va prendre en compte en plus ces éléments. J'espère que j'ai répondu partimement. On pourra en discuter si vous voulez un peu plus précisément, puisqu'on peut approcher cette... On pourra reprendre les questions à l'issue de... D'accord. À l'issue. J'avais pas vu la question. Je vous prie de m'excuser, je ne voyais pas la question dans la partie questions et non pas de chat. D'accord. Donc, par rapport à ce que tu viens de nous décrire, c'est appliqué à la façon dont vous collaborez dans les processus de qualification. Exactement. L'objectif, je reprends l'exemple de Xavier, c'est quel que soit l'analyste et les types d'analystes, on doit faire du unbiased ou du noise-free. On doit avoir une décision qui doit être qualifiée, qui doit avoir un environnement avec des critères qui sont partagés, des probabilités de survenance des choses.
et donc des ratings qui vont être qui vont être figés ou qui peuvent être suspendus du fait d'un élément qui peut survenir en cours de vie de la relation transactionnelle. Très bien. Du coup, d'une certaine façon, donc vous avez répondu tous les trois sur les aspects collaboration. Alors Xavier, tu as devancé ma question qui était le retour d'expérience sur les gains en termes de fiabilité, de qualité de l'information sur que peut apporter Sésame. On est bien sur au-delà, on est sur un gain de temps et d'efficacité opérationnelle. Est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur les gains majeurs? Est-ce que c'est la qualité de l'information, le process, enfin, à quel niveau se situe-t-il dans le cadre des activités de scoring d'Etifinance? Alors, le premier gain, c'est de pouvoir faire ce que nous ne faisions pas avant. Donc ça, c'est le principal gain. Nous n'avions pas identifié de solution. Voilà, d'être en mesure, alors que c'est un besoin, et comme je le disais, qui est différent entre les grandes entreprises cotées pour lesquelles il n'est pas difficile de trouver de l'information, face à des petites… Sylvain le disait, hein, si on cherche une information sur une small cap cotée en Finlande, c'est pas évident qu'on retrouve l'information partout en Europe, sur le FT ou sur Bloomberg. Il n'est pas impossible qu'on ne le trouve de l'information que dans un journal provincial finlandais, j'en connais pas, mais donc c'est ça notre difficulté. Donc, premièrement, ça a été de pouvoir résoudre un problème de couverture, de pouvoir, en temps, en budget, être en mesure de servir nos clients avec ce niveau d'information qu'on retrouve historiquement sur les plus grandes valeurs et qu'il était difficile de produire de façon systématique et périodique sur les plus petites entreprises. Donc ça, c'est la première chose, la solution. Deuxièmement, ça nous a permis d'intégrer, une fois qu'on avait cette couverture complète, cette dimension dans le scoring des entreprises. Avant, comme ça n'était pas systématique et complet, c'était bien compliqué d'avoir une méthodologie qui permettait de l'intégrer. Aujourd'hui, c'est une dimension qui est intégrée à l'appréciation que nous pouvons avoir des entreprises. Donc je rappelle que ça reprend deux niveaux. Il y a un niveau, on va dire, de secteur global. Il y a un niveau qui est lié à l'entreprise, ce qu'elle déclare, ce qu'elle fait. Et puis, il y a un niveau de ce qui est rapporté par les parties prenantes externes, le tout permettant de configurer la note ou le score de l'entreprise telle que nous la fournissons aux investisseurs pour qu'eux-mêmes s'en saisissent et puissent prendre leurs décisions d'investissement. Donc, ça a rendu possible de le faire. Ça nous a permis d'améliorer nos méthodologies puisque la solution était globale, était en place et était fiable. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a permis de le faire aussi dans des aspects d'enveloppe budgétaire cohérente avec ce que nos clients étaient en mesure d'absorber à leur niveau, les asset managers, en l'occurrence notamment de small et mid cap. Et puis, ça nous a permis surtout de décliner une solution supplémentaire basée sur cette expérience, cette fois-ci tournée vers le non-coté ou vers les actifs privés, et notamment pour répondre à des problèmes. Je prends un exemple qui nous a permis avec Sylvain de lancer la solution Etimonitor, qui est de dire, mais en fait, une banque qui est confrontée au financement de TI, PME, dont la plupart, bien entendu, n'est pas cotée, elle n'a pas à avoir d'informations. Comment est-ce qu'on peut non seulement lui apporter cette information, mais également la qualifier, et je reviens toujours à cette idée de complémentarité entre nos deux maisons, la qualifier pour que la banque puisse apprécier l'entreprise qu'elle finance et décider de le faire ou dans quelles conditions elle va le faire. Et je prends un exemple très simple. On voit fleurir sur le marché du crédit bancaire à impact. Peut-être qu'il n'est pas idiot de penser qu'il faudrait suspendre ce financement à impact, c'est-à-dire de bonifier le taux d'intérêt si l'entreprise que l'on finance est confrontée à une grave controverse ESG. Ça paraît logique, mais si on n'a pas la solution à mettre en face, ça devient compliqué. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de lancer une solution qui permettait de couvrir des univers de TI, PME non cotées pour les banques. Mais après, bien entendu, ça s'adresse à d'autres cibles, le cas échéant, et toujours en distinguant ces deux niveaux, les clients, les acteurs qui souhaitent avoir une information brute dont ils vont se saisir en tant que tels, d'acteurs qui veulent avoir un tiers, Etifinance en l'occurrence, indépendant, qui va faire une opinion sur le niveau de gravité et ainsi pouvoir être intégré à des méthodologies de chacune des maisons. Très bien. Donc, du coup,
Oui, Sylvain, pardon, j'allais dire en fait étendre finalement, votre collaboration permet aussi d'étendre le type de service de scoring et de remontée d'informations au-delà de ce qui nous concerne très très directement, qui est la gestion d'actifs, mais également sur la partie financement d'entreprise et financement de l'économie réelle. Oui, tout à fait. Et non, mais c'est assez important parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'équipes qui se saisissent de ces thématiques. On travaille beaucoup avec des équipes investissement, des équipes financement, des équipes achats, directement aussi sur la partie fournisseur. Et puis aussi les équipes innovation qui nous accompagnent beaucoup dans les grands groupes pour arriver au bon interlocuteur qui peut utiliser la solution de la meilleure manière. Et parfois, les équipes d'innovation aussi s'aperçoivent que le même outil avec Etimonitor peut être utilisé dans différents groupes et finalement, on peut centraliser une solution. Donc ça c'est assez intéressant. Et je voulais rebondir sur ce que disait Xavier et un peu la question qui se posait en termes de mesure d'information. Ce qui est super intéressant, c'est que dans ce type de collaboration et ce type de processus drivé par de la data, en fait, on peut mesurer des choses qui étaient un peu intangibles. Par exemple, on a mesuré de manière statistique quel est le nombre de controverses sévères qui arrivent sur cet univers européen d'entreprise. Et donc, on sait qu'en moyenne, il y a 2,4 controverses sévères par an qu'on a pu mesurer à travers cet univers européen. C'est des choses qui, finalement, on quantifie quelque chose qui est réputationnel, qui a toujours été réputationnel, mais on commence à mettre des chiffres, des statistiques, et donc à avoir des données complémentaires qui sont exploitables. Et tout de suite, là, on peut se dire, une société qui dépasse ce seuil des 2,4, une société qui a 5-10 controverses par an, c'est potentiellement assez problématique. Et il y a aussi, de la même manière, dans le processus d'évaluation, en amont de la collaboration et pendant la collaboration, cette notion de comment on contrôle la qualité de la data. Donc, nous, en fait, on a une échelle de sévérité de 0 à 5, 0 étant le moins sévère, 5 étant le plus sévère. Et donc, on regarde étape par étape de l'échelle. Quand l'équipe d'Etifinance nous dit cette information, c'est la bonne ou cette information, c'est pas la bonne, il s'agit bien d'une controverse ou non. Et sur les controverses sévères, par exemple, sur les controverses de niveau 5 sur 5 les plus élevés, le taux de match avec l'équipe d'Etifinance, c'est 100%. Donc, on a exactement la même interprétation. Et sur les controverses de niveau 4, par exemple, c'est 97%. Donc, vraiment, cette loupe de feedback dont on avait parlé, elle a un effet extrêmement bénéfique sur la qualité de l'information. Et ça permet de quantifier des choses qui étaient un petit peu intangibles avant, qui pouvaient être difficiles à se représenter statistiquement. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Sylvain. C'est effectivement le sujet aussi de l'évaluation de la quantité d'informations dont on dispose. C'est la logique des perspectives relatives. C'est-à-dire que en fait, le fait de savoir ce sur quoi on travaille, la notion, par exemple, nous, de couche de données officielles, en disant voici le degré de complétude des informations officielles sur lesquelles on travaille, ainsi que le degré de récence, ainsi que le degré d'informations qui peuvent manquer, sont des choses qui n'étaient pas jusque-là, qu'on n'était pas capable d'évaluer et que les analyses, à côté desquelles les analyses pouvaient passer. Et donc, le fait d'avoir cette approche qui, en amont, comme tout en continu, avoir par exemple des éléments sur la discontinuité d'une information, puisqu'on connaît le corpus des données que l'on analyse, est un élément qui est important. Ça peut être lié à des éléments qui peuvent être très positifs, comme le fait qu'il va y avoir une nouvelle levée de fonds. Bravo Sylvain pour ce que tu as fait récemment encore. Ou alors une discontinuité qui peut être quelque chose de moins, moins satisfaisant et qui réveille un signal faible qui jusque-là il passait complètement au crible. Donc c'est en fait on se met en hyper-vigilance, ce que n'était pas capable de faire jusque-là les analyses de manière raisonnable. Très bien. Donc vous avez en partie, là ma question s'adressait en fait
ma troisième question s'adressait surtout à vous, Sylvain et Yannick. En fait, c'était comment en fait ces collaborations vous permettent d'étendre vos gammes d'offres et de solutions, et en fait comment sur ces nouveaux terrains d'activité, finalement, ce que vous faites, alors, entre guillemets historiquement, je reprends Sylvain, Text Reveal, Signal Reveal, maintenant on est sur des choses qui sont très différentes. Comment est-ce que ce type de solution vous permet d'avoir de nouvelles offres et d'adresser de nouvelles audiences? Tu y as en partie répondu, Sylvain, sur les problématiques. Finalement, la même data, suivant les différents prismes de lecture, va adresser des entités métiers différentes. Mais est-ce que vous pourriez me revenir sur ce sujet? Oui. Avec plaisir. De notre côté, nous, on est vraiment un spécialiste. Il y avait une question, est-ce que c'est du big data? Donc oui, effectivement, nous, on est un spécialiste big data et plus spécifiquement intelligence artificielle et plus spécifiquement analyse de texte, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, qui est ce sous-segment très à la mode en ce moment avec ChatGPT de l'intelligence artificielle. Et donc, nous, notre objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on peut trouver des applications de métier intéressantes à cette technologie et à cette énorme data lake. Et donc, quand on a démarré, nous, chez CESAB, on a commencé d'abord sur la partie recherche d'alpha, où on dit, on catégorise des sociétés qui ont une réputation plus ou moins positive, et à partir de ça, comment on peut faire de la performance. Donc, on a commencé à vendre chez les asset managers, des hedge funds, etc. Et ça a continué à se développer. On s'est dit, maintenant, comment est-ce qu'on peut mesurer des risques, notamment des risques crédits. Et puis, jusqu'au moment où on est arrivé à cette thématique ESG, où on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mesurer de la controverse, etc. Donc, nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de continuer à développer étape par étape ces use cases très pertinents. Là, avec Itfinance, c'est spécifique parce qu'on va jusqu'au lancement produit. Donc, on va jusqu'à la commercialisation avec le produit commun qui a été lancé qui s'appelle Etimonitor. Donc, qui a pour objectif directement de servir des clients finaux à travers cette collaboration. Donc, ça va encore un petit peu plus loin dans l'étendue de la gamme produit et dans la collaboration de ce qu'on peut avoir quand on développe des solutions de notre côté. Et ce que je trouve, moi, essentiel, c'est l'interaction machine-humain. Je trouve que dans toutes les tâches, en fait, il y a un biais naturel dès qu'on pense à l'intelligence artificielle, dès qu'on pense à l'analyse de texte, on se dit ça va remplacer du travail d'analyste. Parce qu'en fait, c'est assez naturel. On se dit, faire de l'analyse, c'est coûteux, ça met du temps, c'est manuel, etc. Moi, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit dans les collaborations comme celle avec Xavier et son équipe, c'est que ça a plus tendance à enlever une portion parfois un peu pénible, partiellement automatisable du travail, pour que l'équipe d'analystes elle puisse se concentrer sur la partie la plus intéressante finalement. Et cette partie la plus intéressante, à contrario, c'est assez difficile de l'automatiser. En fait, en réalité, l'interprétation finale de la controverse et de son impact réel, c'est un peu au-delà des capacités de l'intelligence artificielle. Et je trouve que ça, c'est une méthode très intéressante de collaboration au sens large, c'est mettre la machine et l'humain en vraie relation pour essayer de solver les pain points, pas essayer d'automatiser l'humain à 100%, mais vraiment se concentrer sur ce qui est intéressant. Donc, je pense qu'il y aura plein d'autres collaborations de ce type-là avec Etiffinance, mais plus généralement sur toutes les startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est vraiment clé. Finalement, permettre au client de se focaliser sur son métier, son cœur de métier, et éradiquer ou en tout cas diminuer le poids des activités fastidieuses et répétitives. Yannick, il en est de même par rapport à il y a un chiffre. Hein. Le chiffre, c'est aujourd'hui, dans les activités de due diligence au sens large, tu as plus de 75% des éléments qui sont faits manuellement à ce jour. Et la collecte d'informations, c'est effectivement la partie la moins noble, mais à la fois la plus importante, puisque de la qualité de ce que l'on capte va dépendre de la qualité de ce qu'on va sortir. Shit in, shit out, bien sûr, et de l'expression. Donc, je pense que ce qu'on évoque tous, c'est de dire que, en fait, ça fait assez longtemps qu'on sait qu'il va y avoir
compte tenu de la mouvance des informations, enfin, le fait que les informations bougent beaucoup, que l'on a de plus en plus d'informations à traiter, qu'il y a des augmentations des regulatory requirements qui, aujourd'hui, si on regarde sur les 3 dernières années, on est quasiment une augmentation de plus de 50% des tâches à réaliser par an du fait de la partie conformité au sens large, auxquels viennent s'ajouter les éléments ESG au sens large aussi. Et donc, de ce fait, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait déjà à peu près quasiment 6 ou 7 ans que des sociétés qui font de la due diligence et qui d'ailleurs sont sur un rythme d'acquisition d'un grand nombre de providers aussi de sources, ont travaillé sur cette mécanisation et sur la logique de scalabilité des capacités de traitement. Il est évident, et je suis absolument d'accord avec ce que dit Sylvain, il ne s'agit pas de remplacer l'humain, il s'agit de l'augmenter dans sa capacité d'analyse, dans le fait qu'il puisse lui-même, on parlait des boucles de retour de machines, mais il y a aussi les boucles de retour de la part des équipes, et qui, tout à coup, vont être en capacité à gérer un corpus de données, d'informations et d'éléments qui vont être plus agrégés, avec des éléments de pertinence et qui vont pouvoir faire leur bet, puisqu'il s'agit toujours d'un pari, c'est quelle est la probabilité de survenance de leur investissement, de leur décision de partnering, etc. Et on est vraiment dans cette logique, dans la capacité de traitement. Et aujourd'hui, ce qui nous est offert, c'est de permettre d'accélérer cette capacité de traitement, de sécuriser. Nous, dans notre signature, on est en Assess and Secure, c'est évaluer et sécuriser tous les éléments de la relation entre une banque, une compagnie d'assurance, une société financière et toutes ces parties prenantes. Et c'est nécessaire, ça devient une nécessité, puisque on sait très bien que, comme ce sont des activités régulées, ils se doivent d'avoir cette logique d'auditabilité. Je reviens toujours sur ce fait, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on a pris une décision à un moment donné et sur quelle base de critères. Et ce qu'évoquait aussi bien Xavier que Sylvain à propos du fait de pouvoir trouver des informations et de pouvoir évaluer la qualité des informations. Il est évident que une PME en Finlande avec une information qui vient sur un journal local, est-ce que ça a la même valeur que une information qui a été qui est un élément de sanction qui émane d'un régulateur. Donc voilà, c'est ce que ça ouvre. Et en fait, la logique, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui va être croissant sur de tout du due diligence, parce que ça sera nécessaire d'évaluer en permanence le potentiel comme le risque sur le sujet. Évaluer, justifier, prouver. En permanence, et de manière plus profonde et de manière contradictoire. Très bien. Alors, je constate qu'on a une question qui, je pense, alors j'ai pas le timing, mais qui devrait à laquelle je pense que vous serez amenés à répondre tous les trois. Donc, on a la problématique d'étendre les solutions. On est bien. Enfin, donc Sylvain, tu y as répondu à travers notamment comment dirais-je, le développement d'une solution en tant que telle, EtiMonitor.
Yannick, c'est à travers l'implémentation des modules de décision chez tes clients, donc sur des problématiques, sur des aspects intégration, tailor-made client par client. Je crois mais aussi, en fait, tu t'aperçois que, alors je me permets de tailor-made, en fait, tous les clients ont les mêmes problématiques. Les pain points sont tous les mêmes. Après, il peut y avoir des critères qui peuvent être différents. Tu prends par exemple la détection à l'intérieur d'un portefeuille par exemple sur la banque privée de personnes qui peuvent être US personnes. Voilà. On va le détecter et ça, c'est des éléments de modularité. Mais la majorité des éléments qui vont de la gouvernance, compliance, infrastructure, etc., pour par exemple les operational due diligence, elles sont quasiment les mêmes. Après, tu vas faire varier les critères, mais voilà. Très bien, donc des problématiques de paramétrage. Ouais, on approche de l'issue de notre session. Il y avait donc une question de Cyril Belzac par rapport à la mise en œuvre de CSRD, enfin la mise en place de CSRD. Est-ce que dans vos diverses activités, est-ce que la mise en œuvre de CSRD va vous permettre d'améliorer la qualité de vos scorings? Ça, c'était une première question. Donc, il ne touche pas les problématiques de gouvernance, mais qui est plus, je dirais, sur les aspects data émetteurs. Est-ce que vous pourriez y répondre tous les trois? Alors, je vais bien commencer. Oui. L'impact CSRD. L'impact CSRD, à partir du moment où, je rappelle que CSRD, c'est l'extension de NFRD de 17 000 à 50 000 entreprises en Europe, donc s'adressant à des entreprises beaucoup plus petites, puisque je rappelle que ça va toucher les entreprises jusqu'à 250 salariés et de mémoire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou également il y avait 20 millions de bilans de mémoire, donc des tailles qui sont quand même des petites ETI. On va multiplier par 3 donc le nombre d'entreprises concernées et donc le nombre d'entreprises qui vont rapporter selon les standards définis par l'Union européenne, rapporter de façon standard donc des indicateurs ESG. Et donc, ça va être une mine d'informations supplémentaires et pas simplement dans le côté, y compris dans le non-côté, pour des informations données par ces entreprises. Donc, forcément, ça va influencer les scorings, tout simplement parce que les entreprises vont être obligées réglementairement de communiquer de façon standard, donc ce sera plus facile à obtenir, à collecter. Sylvain le disait tout à l'heure, le problème de la collecte de la donnée, ce n'est pas le métier le plus passionnant. On a besoin d'outils pour ça. Et à partir du moment où ce sera standardisé, et je rappelle qu'il y a des tags qui sont prévus comme pour l'information financière. Alors, je sais que c'est discuté et je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais ça devrait faciliter aussi la récupération de cette donnée par ceux qui analysent les entreprises, parce que cette entreprise sera standardisée, elle sera taguée et donc normalisée, et donc elle sera plus facile à obtenir et permettra donc d'asseoir des analyses plus pertinentes et plus exhaustives. Oui, c'est la transposition des apps ESEF à l'obligation de transmission de données CSRD auprès des différentes autorités de marché standardisées, normalisées en Europe. Du coup, alors Sylvain, je crois que c'est de ton côté qu'il y a, Sylvain ou Yannick, on a un bruit derrière. Il doit être un bruit de Larsen. Voilà, oui, Sylvain, il y avait un petit Larsen chez toi, je suis désolé, avant que tu répondes. Cet aspect standardisation et ZAP-ESEF, CSRD et normalisation, est-ce qu'elle va vous impacter? Alors, pas sur la partie controverse, on l'a bien compris, mais de façon générale et du coup sur la fourniture de données, pour répondre à la question de Oui, Vincent, est-ce que tu m'entends à nouveau ou est-ce qu'il y a à nouveau un bruit? C'est mieux, tout à fait. Ok, super. Oui, tout à fait. Nous, ça nous impactait, mais c'est un petit peu différent parce que nous, on cherche du risque réputationnel finalement, donc des événements, et notamment sur les thématiques de gouvernance, par exemple, un dirigeant qui est condamné, un procès, une accusation de fraude, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans la data qui est reportée. Donc, c'est comme sur les marchés publics sur lesquels les indicateurs de base sont normalement, en général, entièrement disponibles, on a quand même besoin de cette vision événementielle et réputationnelle sur les risques ESG.
Et CSRD, je pense, va permettre vraiment de combler un gros trou de data reporté avec des KPIs formels, mais ne va pas permettre d'adresser cette problématique. Donc, je pense que c'est une bonne manière d'avoir l'autre côté de l'équation, qui aujourd'hui, sur les marchés privés ou sur les petites sociétés, est plutôt adressé par des estimates, qui sont une autre méthode pour avoir un chiffre, même si ce chiffre n'est que une approximation de l'industrie. Ça permettra d'avoir une vision un peu plus par entreprise, mais ça ne va pas enlever le problème de la gestion du risque réputationnel ESG. Donc, pour nos activités propres, c'est plus qu'on va pouvoir le combiner avec des meilleures données, mais ça ne va pas forcément changer réellement les choses. Et je pense que c'est crucial. Je pense que quand on traque des petites sociétés, des investissements, du high yield, des small caps, etc., ou des sociétés privées, le fait d'avoir au moins un point d'information qui est propre à la société elle-même, qui n'est pas un estimate, etc., et qui permet d'aller questionner un peu ce qui est reporté par l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment crucial, et les controverses font vraiment le job pour ce type d'activité. Donc, de votre côté, ça n'aura pas un impact sur le service exempté que vous fournissez. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, c'est-à-dire exempté, vous êtes en capacité d'aller identifier une controverse avant qu'une entreprise n'ait été confrontée à la controverse et éventuellement reporte l'année suivante ou en fin d'exercice dans ses provisions pour risques techniques ou environnementaux ou provisions pour risques juridiques, les informations qui seront transmises une fois ces comptes validés et dans le cadre des obligations CSRD, alors qu'il était déjà en partie, mais qui seront renforcés aux régulateurs et ceux de façon transpartisée. Yannick, par rapport à ces aspects CSRD. En fait, le type de sociétés qui sont concernées, les entreprises de cette taille-là, on n'a jamais de problème de captation de données. En fait, il y a une somme d'informations qui sont, pour nous, c'est à l'inverse. Ça nous donne l'opportunité de montrer qu'on est déjà très précis. Et ça met des cales qui pourront montrer qu'on a fait ces démarches qui vont regarder, qui vont permettre de prendre des données, à la fois des données financières qui peuvent être transposées en données, des données qui sont à l'origine financière, qui peuvent être utilisées comme des données qui utilisent CSRD. Et donc, pour nous, c'est même une opportunité de montrer qu'on avait déjà des critères très précis et qu'on pouvait les mettre en lumière avec nos approches, à la fois avec de l'algorithmie complexe et à la fois avec des éléments d'IA qui vont donner des signaux faibles ou des signaux, comme tu le disais, quelque chose qui survient à un moment donné ou qui est un risque, je sais pas, de RH, et que tu vas voir l'année suivante dans les comptes avec une provision, en fait, tu vas le relier. Tu vas relier les éléments. Donc, c'est une excellente opportunité pour nous de montrer la nécessité et ou la limite du système humain pour ça. Donc, quelque part, la qualité des scoring, elle est déjà là et elle va être encore beaucoup plus prouvée. Ce que Xavier disait la difficulté quelquefois de montrer qu'on est encore plus pertinent par les traitements dits assistés ou dits augmentés, c'est quasiment l'élément le plus difficile à faire passer quand on n'a pas des gens qui ont une capacité à gérer un nombre de données suffisantes. Et Xavier l'évoquait, c'est de dire que quelquefois, on ne pouvait pas traiter, on ne pouvait pas alerter sur des choses que l'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas encore prises. Donc, c'est tout le sujet. C'est notre quotidien, je suppose que c'est Sylvain Zébareil. Quelquefois, on arrive, on dit regardez ce qu'on trouve. Et quand on a en face quelquefois des clients qui n'ont pas l'idée
et qui n'ont pas la capacité technique, et c'est normal de l'avoir capté, c'est le change management. Donc ça, c'est pour ça que nous, par exemple, on s'est associé avec des cabinets de conseil pour, et ça c'est un point, pour faire passer le change management de l'apport de nos solutions et de nos plateformes. D'accord. Un point, Vincent, aussi, qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'à un moment où les entreprises vont être obligées de plus communiquer, et plus nombreuses, sur des rapports qui devront être d'ailleurs discutés avec, je le signale, avec notamment les représentants des salariés, il n'est pas impossible que ça donne plus de matière aussi à controverse, au sens littéral du terme, à discussion en tout cas, et donc que nous aurons à cette occasion, puisque les entreprises auront cette obligation, plus d'informations contradictoires, pour prendre un terme peut-être plus léger, qui seront collectées par ailleurs. On l'a bien vu du côté des investisseurs, les obligations de reporting faites auprès des acteurs financiers a donné lieu à pas mal d'actions et en tout cas de commentaires de la part, par exemple, des ONG. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait aussi ce type de phénomène avec les entreprises et donc que ça donne plus matière à commentaires et donc plus d'informations, probablement aussi à retraiter. Et un potentiel, du coup, de peut-être pas de normalisation, mais en tout cas d'enrichissement et peut-être de standardisation des volets sociaux et gouvernance de la problématique ESG qui à l'heure actuelle, si on regarde aussi les controverses, est très axée sur les problématiques environnementales et sera peut-être que CSRD aura cet impact de rééquilibrer les trois piliers de l'ESG. On peut l'espérer. Je pense que, vous me direz si je me trompe, mais il est peut-être encore trop tôt pour dire que si CSRD va vous aider à améliorer la qualité des scorings. En tous les cas, il est fort possible que cela y concourt et que déjà dans un premier temps, cela, je dirais, fournisse un élément supplémentaire pour valider la pertinence des approches, que ce soit à travers ce que tu délivres, Sylvain, ou ce que tu délivres, Yannick, mais on ne peut que l'espérer. Et effectivement, cet aspect obligation CSRD, Xavier, tu le soulignes, ça va aussi avoir un impact aussi sur le fonctionnement des entreprises et en descendant sur un niveau d'activité plus bas. Je ne vois pas pour l'instant d'autres questions. Alors peut-être dans le chat. Il y a donc une intervention d'Olivier Champagne sur le fait que la gestion traditionnelle tend à converger vers des approches de gérants de hedge fund. Je pense que c'est aussi en partie, alors qu'on parle de scoring rating, d'enrichissement de l'information, vos solutions concourent au fait d'améliorer la rapidité d'exécution et la qualité du sourcing des acteurs de la gestion. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Peut-être que j'invite les participants, si vous avez des questions, qu'elles s'adressent à l'un ou l'autre de nos invités, n'hésitez pas à les poser online. On a encore quelques instants pour y répondre. Je crois nous n'avons pas fait le tour du sujet aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps ensemble pour explorer les différentes thématiques. On était parti sur, en fait, l'IA, la due diligence, la digitalisation des processus d'investissement. Messieurs, il est 12h05. Si nous n'avons pas d'autres questions, ce que je propose, c'est, si vous le souhaitez, si notre audience souhaite vous poser des questions, on pourra revenir ultérieurement, ou vous pouvez vous adresser au pôle Finance Innovation si vous avez des éléments à préciser. On a couvert à peu près la plupart des sujets qu'on avait envisagés initialement. Si vous n'avez pas d'autres points, écoutez, en tout cas, messieurs, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à notre auditoire. Y a-t-il, Xavier, Sylvain, d'autres points que vous souhaitez aborder? Une dernière chose, en startup, on nous dit toujours finir par un call to action. Donc, pour finir, si vous êtes dans un asset manager, une banque, un fonds de private equity, un autre acteur, ou du côté corporate de la banque ou achat, n'hésitez pas à nous contacter avec Etifinance. On a plein de clients en France qui sont très contents des solutions qu'on fournit.
Et donc, je me suis permis juste de remettre les adresses email qui sont aussi dans l'article qu'on a partagé. Donc ça, c'est juste s'il y a du monde qui est intéressé par des next steps. Et j'ai vu dans la boucle quelques-uns d'entre vous qui sont aussi dans ces équipes innovation ou alors les équipes corporate banking. Donc, on a certainement des choses qui peuvent vous aider avec Etifinance. Oui. C'est exactement ça. Tester le New Deal in Due Diligence, puisque c'est vraiment une nouvelle donne. Et les événements récents de l'année dernière avec l'Ukraine et SVB et les choses qui changent montrent qu'il n'est plus question de faire les choses comme avant et que c'est une question de sécurisation. Donc, c'est pareil, on a vocation à en plus avoir une logique plateforme, donc les solutions, même Sésame et Etifinance sont bien évidemment, on participe à faire en sorte de rendre les éléments plus évalués, plus sécurisés de manière générale, que ce soit de la banque privée à l'asset manager en passant par les banques d'investissement. Merci à toutes et à tous. Merci Sylvain et merci Vincent de ton invitation. Voilà. Et vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Merci à toutes et à tous et excellente journée. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.